Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Combi TV avec votre émission préférée, Namoula. Vous êtes en compagnie de Bokaya. Aujourd'hui, nous avons une grande invitée. Je suis vraiment honorée de recevoir notre grande invitée qui est Assa Diamoune de Itado Coaching. Alors Assa, j'espère que ça va? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu es en forme? Ça va, je suis en forme, prête. Ça va, super. Alors aujourd'hui, nous allons parler de toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux téléspectateurs de Combi TV? Oui, alors déjà bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Assa Diamoune, révélatrice de potentiel et coach certifié. Et j'ai fondé Itado Coaching. D'accord, donc tu es coach et révélatrice de potentiel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un coach? Ça sert à quoi un coach? Qu'est-ce que le métier de coach? Alors qu'est-ce que c'est un coach? C'est une sorte de motivateur privé. Le coach, on en trouve dans de nombreux domaines. Il y a le coaching de manager, le coach sportif qui est très très connu, le coach en développement personnel, le coach en prise de parole. En fait, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils sont des motivateurs privés qui vont accompagner une personne à soit résoudre une problématique, soit à atteindre un objectif. Et pour cela, on passe par le questionnement, par d'autres méthodes, des outils, des exercices et aussi des mises en situation. D'accord. Qu'est-ce que révélatrice potentielle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'ai choisi le titre de révélatrice de potentiel parce que j'ai choisi de me focaliser sur tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi. Et le potentiel, ça renvoie aux forces, aux ressources, aux capacités. Et bien souvent, quand on a un problème, on se focalise sur le petit point noir et on oublie de prendre du recul, de réfléchir et d'analyser la situation avec un autre angle de vue. Et c'est ce que moi je viens apporter du coup à mes clients, c'est prendre du recul et justement les aider à identifier le potentiel, les ressources et les forces cachées qu'ils ont en eux pour faire face à la situation qui peut leur poser problème ou la situation qu'ils ont envie d'améliorer. D'accord. Et du coup, tu es coach certifié et révélatrice potentielle. Et du coup, depuis quand tu as créé ton entreprise? Alors j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans, mais le coaching c'est un projet que j'avais en tête depuis 6-7 ans. Mais à l'époque j'avais 25 ans, je trouvais que c'était pas trop crédible de se positionner en tant que coach et surtout j'avais peur d'avoir des remarques, non mais elle est petite, elle est trop jeune, donc je me suis dit je vais attendre d'avoir 30 ans, d'avoir un peu plus de crédibilité, mais ça m'a aussi permis du coup de peaufiner ma méthode, ça m'a aussi permis de peaufiner ma manière de pratiquer, de m'entraîner avec des personnes de mon entourage et surtout de finir mes formations. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette branche et pas une autre? Pourquoi tu as choisi ce métier-là au final? Alors, j'ai choisi ce métier-là pour 2 choses. Il y a d'une part mon parcours personnel et d'autre part mon parcours professionnel. Dans le parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 10-13 ans avec des enfants et j'ai été amenée aussi à travailler avec différents publics. Outre les enfants, il y a aussi les enfants en situation de handicap, des adultes en situation de handicap, des publics ordinaires, des publics en précarité. Et le point commun à toutes ces expériences, ça a été ce goût, cette volonté de pouvoir accompagner les personnes à se surpasser et à avoir confiance en elles et aller au bout de leur projet. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué dans toutes ces expériences-là. Et d'un côté, d'un point de vue personnel, j'ai dû faire face à des épreuves où, pendant ces épreuves-là, je me suis posé la question de comment j'allais m'en sortir, sur qui je vais pouvoir compter. Et je me suis dit, mais la première personne sur qui tu vas pouvoir compter avant d'aller demander de l'aide à droite ou à gauche, c'était moi. Et du coup, c'est cette notion d'avoir confiance en soi et de savoir les choses dont on est capable de faire, c'est ce qui m'a permis justement d'aller, de surpasser toutes ces épreuves et d'aller de l'avant et d'être là où j'en suis aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, tu as choisi cette branche, c'est vraiment une histoire personnelle qui t'a motivé, qui t'a poussé vers ce métier-là. En effet, aujourd'hui, nous allons parler justement de motivation, nous allons parler de confiance, nous allons parler justement de la relation. Aujourd'hui, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'il s'agit de l'enfant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la relation parents-enfants, dans la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes issus de l'immigration, donc que nous soyons nés ou que nous ayons quitté chez nous pour venir ici, nous savons qu'il y a cette double culture qui fait que c'est pas évident. Et justement, en tant que parent, élever un enfant en France,
c'est pas facile. Donc aujourd'hui, ça va être un thème qui va être vraiment au cœur de notre discussion. Est-ce que selon toi, l'éducation, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que selon toi, l'éducation, ça doit avoir des codes essentiels qui soient universels ou chacun doit faire comme il le sent, comme il le veut? Pour moi, l'éducation, elle doit respecter 3 critères importants et après, c'est à chacun de les personnaliser en fonction de sa culture, de ses valeurs et de ses origines. Mais il y a des critères qui sont pour moi indéniables. Le premier, c'est la responsabilité parentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est parent, on ne peut pas l'être à mi-temps, on ne peut pas l'être sur une période donnée, on ne peut pas se dire je démissionne de mon poste de père ou de mère parce que mon enfant fait des bêtises ou parce que sa manière de se comporter ne me convient pas. C'est pas possible. On est parents du début à la fin. Et on le voit bien quand il y a des parents qui sortent de cette responsabilité, ça laisse des séquelles sur les enfants. Il y a des endroits où ça se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien. Le deuxième critère, je dirais, c'est l'ensemble des pratiques parentales. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour votre enfant pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse se développer et pour qu'il puisse devenir un adulte à part entière. À savoir tout ce qui concerne la nourriture, on le sait tous qu'on ne peut pas nourrir son enfant de bonbons et de chocolat. C'est pas raisonnable. On peut lui en donner de temps en temps pour le faire plaisir, mais quand on est adulte, on sait qu'un enfant il a besoin de repas équilibrés, il a besoin de légumes, de viande, etc. Il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'être habillé. Quand il pleut dehors et qu'on a la petite fille qui dit « Ah non, moi je vais mettre une petite jupe avec des petites sandales ». Non, quand vous êtes parent, vous savez que vu la météo, on ne peut pas l'habiller comme lui a envie, mais plutôt en fonction de la météo. Tout ça, ça fait partie des pratiques parentales. L'inscrire à un sport, l'amener à la bibliothèque, l'amener au musée, tout ça, ça fait partie des pratiques parentales. Et le troisième critère qui pour moi qui est aussi important et qui peut souvent être négligé, c'est les liens émotionnels qui existent entre les parents et les enfants. Ce n'est pas tout de le nourrir, c'est pas tout de l'envoyer à l'école, il faut aussi que cet enfant soit conscient qu'il est aimé et il en a besoin de tendresse, il a besoin de rire et je dirais c'est pas que les enfants qu'on a besoin, c'est chacun d'entre nous, toi, moi, nous tous, nous avons tous besoin de tout ça et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Exactement, on te remercie beaucoup à ça pour toutes ces réponses bien précises et bien claires. Effectivement, un enfant a sa place et a son importance dans la société entière et aussi dans la société soninké. Alors moi j'entends souvent dire quand un enfant se comporte bien, comme tu dis, c'est je te laisse finir. C'est l'enfant de son père. Exactement. Quand il se comporte mal, c'est l'enfant de sa mère. Voilà. Alors il faut savoir qu'un enfant, peu importe son comportement, c'est l'enfant de papa et de maman. Voilà, peu importe comment ça se passe, les hommes, on vous envoie la balle. Alors, dans ce cas-là, aujourd'hui, on va continuer toujours. Donc, selon toi, est-ce qu'un enfant doit avoir aussi son rôle? Parce qu'on parle des rôles des parents, qui est de l'éduquer, qui est de le nourrir, et aussi de faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il se sente important, qu'il se sente exister. Mais est-ce que l'enfant aussi a un rôle à tenir au sein de la famille? L'enfant aussi a un rôle à tenir au sein de la famille. Déjà, le premier, c'est de comprendre l'éducation que va lui transmettre ses parents. Au-delà de rire, de s'amuser, c'est vrai que la différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'un enfant n'a pas à avoir de responsabilité d'adulte à assumer. Il les prendra quand il grandira. Après, il y a aussi quand on parle de rôle, on parle aussi de l'enfant, il participe à la vie de famille, il participe aux tâches ménagères. Pour moi, c'est pas de l'esclavage, ça fait partie de la vie de famille. Chacun y prend part. Et j'aimerais aussi alerter sur ce regard qu'on a, c'est que quand c'est l'aîné, on lui donne plus de responsabilités et les petits, c'est pas grave, ils sont plus petits. Si c'est un garçon, il fait pas ça, si c'est une fille, elle fait ça. Pour moi, c'est pas concevable dans une éducation parce que quoi qu'il en soit, que ce soit un garçon ou que ce soit une petite fille, il sera amené demain à avoir une vie de famille. Et il sera amené à avoir un rôle de père aussi et à s'occuper aussi de sa famille et à aider sa future femme, sa future compagne. Donc le travail pour moi, les tâches qu'on peut confier, ce sont les mêmes qu'on doit confier. Que ce soit un garçon ou une petite fille, on doit pouvoir confier les mêmes responsabilités. Et aussi la notion de se dire, non mais c'est l'aîné, donc lui on lui donne tout à faire, c'est le petit, c'est pas grave. Non, pour moi on doit les éduquer de la même manière parce que ce sont tous des êtres humains, de futurs adultes.
Et ils seront tous amenés à avoir une vie de famille, à aller chercher un travail. Et quand on favorise l'un au détriment de l'autre, ça peut aussi laisser des séquelles et c'est pas forcément bien vécu. Exactement ce que tu viens de dire, je vois clairement ce que tu dis. Alors effectivement, oui, dans nos sociétés, souvent on a tendance à privilégier certains au détriment de l'autre. Et souvent, celui que tu penses privilégier, c'est celui que tu handicapes en fait, parce que celui à qui tu donnes le moins de responsabilités, c'est celui qui s'impliquera parfois le moins dans sa vie. Et aussi, il y a une chose aussi qu'on néglige, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup à la fille, la première, qu'elle soit au milieu ou pas, mais quand on a une fille, on a tendance à lui en donner beaucoup, en tout cas dans la culture soninké. Les garçons, vous jouez à la FIFA, vous faites ce que vous voulez, et c'est la fille qui fait parce qu'on veut préparer la fille justement. Et oublions pas justement le fait d'avoir trop préparé cette fille, on a oublié de préparer ces garçons-là qui seront, comme tu l'as dit, des papas, qui vont être des papas qui vont pas aider leurs femmes. Et ça, c'est une balle en fait qui tourne et qui ne s'arrête plus. Donc il est important aussi que nous parents prenions conscience que l'éducation d'un garçon, d'une fille, c'est vrai, ça doit se faire différemment, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas le même corps, mais les rôles doivent être partagés en somme. Alors, toujours pour continuer, nous allons parler de conflits. Alors, quand il y a des conflits au sein de la famille, quand les enfants ne sont pas sages ou quand les enfants sont turbulents, c'est vrai que nous, en tant que parents, parfois on est dépassés, énervés, et on a tendance à dire des choses qui peuvent dépasser notre pensée. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a le conflit entre les enfants eux-mêmes et le conflit entre le parent et l'enfant. Et quand on est parent, on va s'exprimer d'une manière... Enfin, je me dis quand, imaginons, on se dispute toutes les deux, la manière dont je vais m'exprimer avec toi, ça va pas être la même que je vais m'exprimer à un enfant. Si toi et moi on se dispute, toi tu pourras me répondre, tu es un adulte, tu as les ressources pour. Mais quand vous discutez avec un enfant et que vous l'insultez ou que on le cheap, on le regarde mal, l'enfant en face il peut très 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 mal le vivre, ça va être très violent pour lui. D'autant plus qu'il n'aura pas son mot à dire. Et s'il a le malheur de répondre tout de suite, ça peut prendre peut avoir des répercussions énormes. Concernant une dispute entre deux enfants, dans tous les cas que ce soit entre un enfant et un adulte ou deux enfants, l'histoire c'est que chacun puisse en sortir gagnant-gagnant. Pourquoi gagnant-gagnant ? C'est-à-dire que prenez le temps de laisser à chacun donner sa version des faits. C'est vrai que quand on a des enfants qui se chamaillent tout le temps, souvent c'est le premier et le deuxième, c'est souvent ceux qui se suivent là, ceux qui se suivent ont tendance à beaucoup se chamailler. Prenez le temps d'écouter les deux. Même si vous savez que c'est toujours lui qui embête l'autre ou c'est toujours celui-là qui embête l'autre, prenez le temps juste d'écouter les deux pour qu'ils aient chacun leur mot à dire et qu'ils se sentent écoutés. Après, quand vous devez les punir ou quelle que soit la sanction que vous prenez, ne favorisez pas l'un parce qu'il est plus petit ou l'un parce qu'il est plus grand. On a tendance à dire « Oh, laisse-le, il est petit ». Oui, mais attends, ça veut dire qu'on favorise celui qui est petit, c'est-à-dire que celui qui est grand, lui, c'est personne. Il est aussi une personne, il a aussi un cœur, il a aussi des sentiments. Et c'est pas parce que l'autre est petit que ça lui donne le droit de tout faire, ça lui donne le droit de frapper, ça lui donne le droit de manquer de respect à celui qui est plus grand. Les deux restent des êtres humains. Après, dans le cas d'un conflit avec un enfant, entre un enfant et un adulte, prenez le temps de laisser la personne en face s'expliquer, histoire qu'elle se sente écoutée et comprise aussi. Et ensuite, punissez en conséquence. Il faut que l'enfant comprenne ce qui se passe. Il faut que l'enfant puisse être responsable, apprenne en tout cas à être responsable de ses actes. On ne peut pas simplement lui donner la fessée ou l'engueuler sans qu'il comprenne en fait ce qui s'est passé. Et effectivement, ce que tu dis est juste et vrai, parce que dans notre société, on entend souvent c'est un petit, toi t'es le grand frère, laisse-le. Et au final, en fait, l'enfant finit par en jouer, en fait, parce que on se rappelle tous de quand on a été petit, soit on a été privilégié, soit on l'a pas été, mais on sait qu'un enfant peut très vite profiter de la situation. Donc à nos parents aussi de vraiment, en tout cas garder ça en tête. Maintenant, on a dit que les mots, est-ce que les mots peuvent créer des mots justement ? Est-ce que ça peut causer des torts ? Oui, la manière dont on va s'exprimer à son enfant peut avoir des séquelles sur lui. Souvent, je parle de notre communauté parce que souvent,
Quand un enfant fait une bêtise, très souvent il a tout de suite droit à des insultes, bon à rien, de toute façon tu n'arriveras à rien. Mais quand on se pose la question, si vous passez 10 ans de votre vie à dire à votre enfant qu'il n'arrivera à rien, il ne faut pas espérer qu'à l'âge adulte il devienne quelqu'un. Si vous avez passé votre temps à lui dire qu'il ne deviendra rien, effectivement quand il grandira il deviendra rien. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant dans notre manière de parler et dans la posture qu'on tient aussi. Quand un enfant commet une erreur ou pas, ou quand il pose des questions, prenons le temps de se mettre à son niveau et de lui expliquer les choses au lieu de lui dire « Oh, laisse-moi tranquille, oh, tu me fatigues, oh, tu m'embêtes ». Parce que la manière dont on va répondre à cet enfant-là, c'est la manière qu'il va répondre aussi aux autres. Si à la maison, on a l'habitude de lui dire « Oh, tu me fatigues », bah, quand il va arriver à l'école, il ne faudra pas s'étonner qu'il soit insolent envers les autres ou même avec ses professeurs. Parce que c'est la manière dont vous allez vous comporter avec lui, il le regarde et c'est ce qu'il va reproduire. La route que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, c'est ce que vous allez montrer du coup à vos enfants. Exactement. En fait, il faut apprendre à être cohérent. Si tu dis à ton enfant de ne pas dire de gros mots et que toi-même tu l'insultes, je pense qu'il ne comprendra pas. Un enfant est une personne qui est en devenir. Donc on doit justement lui apprendre les bons outils. On doit lui donner les bons outils pour devenir un grand quelqu'un un jour. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas le bon comportement, les choses ne peuvent pas s'effectuer de la bonne façon. Alors aujourd'hui, on pourra parler également des enfants qui demandent à porter de la marque, comme leurs copains. Bon, on ne va pas faire de publicité gratuitement, mais voilà, je veux porter je veux porter telle marque. Maman, achète-moi ça. Il se roule par terre, dans un grand magasin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà, à mon sens, répondre à toutes les remarques et toutes les demandes de son enfant, je veux ça et lui donner. Je pense que c'est pas lui donner des bonnes habitudes et c'est pas lui donner la réalité, enfin lui expliquer ce que c'est la réalité. Faut pas oublier qu'en tant que parent, notre rôle c'est de préparer nos enfants à devenir les futurs adultes et les futurs citoyens de cette société. Si il réclame une paire de chaussures et qu'il réclame tel truc dans un magasin et qu'on lui dit tiens, on lui apprend pas qu'est-ce que ça veut dire travailler, on lui apprend pas qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts, on lui apprend pas qu'est-ce que ça veut dire se surpasser. Alors que si votre enfant il vous demande, c'est normal qu'un enfant il demande ça, c'est normal qu'un enfant il réclame parce qu'il connaît pas la valeur des choses. Justement, c'est à nous de lui apprendre. Et je me dis, si votre enfant il vous demande, je sais pas, achète-moi, j'aimerais bien avoir telle paire de chaussures, ou j'aimerais bien avoir tel survêtement, ou je sais pas, tel dernier téléphone, je pense qu'il faut lui apprendre la valeur des choses déjà, en l'apprenant déjà à patienter, en lui disant, bah attends, si tu veux que je t'offre ce téléphone, il coûte tel prix, derrière, moi j'attends de toi que t'aies tel comportement, ou que t'aies telle note. Je trouve que c'est un bon compromis, parce que dans la vraie vie, en tant qu'adulte, on le sait tous qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Si on s'écoutait, moi aussi je veux ci, je veux ça, mais en fait non. On grandit avec cette notion de chaque chose a une valeur, et justement c'est quand on est enfant qu'on doit l'apprendre, c'est à cet âge-là qu'on doit apprendre la valeur des choses. Effectivement, oui, c'est important que l'enfant sache qu'on n'a jamais rien sans rien. Et si les parents n'ont pas les moyens d'acheter telle ou telle paire de chaussures, il faut qu'ils comprennent. Je pense que c'est important que les enfants sachent de quelle famille ils appartiennent. Si les parents n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Et s'il faut patienter, il patientera. Et aussi jouer aussi sur la récompense. C'est important, c'est pas du chantage. C'est important que l'enfant sache que tout se mérite. Alors, on pourra aborder également le remariage. C'est vrai que dans notre société, on ne parle pas assez aux enfants. Donc en fait, on prend nos décisions et on n'en parle pas aux enfants, même si ce n'est pas le fait de leur demander, mais ils sont souvent mis devant le fait accompli. Et justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du remariage, comment en parler à un enfant, comment ça peut se passer en fait. Déjà, comme tu l'as dit, l'idée c'est pas d'aller voir les enfants et de leur dire papa ou maman va se remarier, est-ce que tu es d'accord? Bien sûr que nous, ils n'ont pas leur mot à dire dans ce genre de choses. C'est pas l'enfant qui doit choisir le partenaire ou le nouveau conjoint de sa mère ou de son père. Mais il est important quand même d'avertir cet enfant, déjà par respect, mais aussi pour lui expliquer que papa va avoir une nouvelle femme, maman va avoir un nouveau mari. C'est important de lui expliquer que cette personne va venir vivre avec nous chez nous,
cette personne va partager des moments avec nous, cette personne va prendre des repas, va partager le quotidien, et que la manière dont tu me respectes, faudra aussi accorder ce respect-là à cet adulte, parce que c'est pas un inconnu, c'est pas n'importe qui, c'est mon mari ou c'est ma femme. Donc c'est important de l'expliquer à tout ça aussi à l'enfant. On sait très bien déjà que quand c'est les parents biologiques ou c'est les vrais parents, des fois il peut y avoir pas mal de conflits, il peut y avoir aussi des clashs, etc. Mais si on ne prend pas le temps d'expliquer à cette personne qu'un nouvel individu va venir dans sa vie et lui expliquer que cette personne est aussi un adulte qui doit respecter, je vous laisse imaginer la suite des événements, comment ça va se passer. Tout à fait. Une relation entre adulte et adulte, on peut se comprendre. Un enfant, est un être en devenir. Donc on doit prendre le temps de lui expliquer les choses. Déjà, une séparation n'est jamais bien vécue, n'est pas acceptée souvent parce qu'on aimerait tous que les parents restent ensemble. Maintenant, un nouvel être qui arrive chez soi, c'est vrai que, comme tu l'as dit Assa, c'est important de ne pas traumatiser l'enfant. Alors, est-ce que selon toi, le modèle d'éducation qu'il y a dans chez nous, le modèle d'éducation au pays, est-ce que ça doit primer sur le modèle éducatif occidental, ici, donc en France? À mon sens, non, il n'y a pas un modèle qui doit prévaloir sur l'autre, parce que de toute façon, déjà, pour commencer, la manière dont nos parents ou à eux ont été éduqués au pays, c'est pas possible de le reproduire exactement ici. Et la manière dont nous avons été éduqués, ou les enfants qui naissent ici ont été éduqués, c'est pas possible de le reproduire au pays non plus. Je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans chacune des modalités, aussi bien dans l'éducation à l'africaine et aussi bien dans l'éducation à l'occidentale, et pouvoir faire un mix des deux et s'adapter. Effectivement, la chance que nous avons, c'est que nous avons cette culture qui est double. Nous sommes blédards, nous avons cette culture blédard, il faut le dire, c'est pas péjorativement que j'emploie ce mot-là. Donc nous avons la chance d'avoir ces valeurs-là, cette culture qui est si belle, et nous avons aussi la chance d'avoir la culture française ici qui apporte beaucoup de choses. Donc l'avantage, c'est de pouvoir profiter des deux choses. Et justement, en parlant de culture, je trouve que c'est dommage que chez nous, on n'aille pas au musée ou qu'on n'aille pas à la bibliothèque avec nos enfants. Qu'est-ce que tu recommanderais aux téléspectateurs de Combi TV d'emmener leurs enfants un petit peu voir ce qui se passe? Moi, je pense que c'est important de s'adapter et de s'ouvrir. On a souvent cette image de tu vas au musée, ah non, mais ça c'est pour les blancs. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a peut-être des spécificités, mais pour moi, il n'y a pas de couleur pour aller au musée, il n'y a pas de couleur pour lire des livres, il n'y a pas de couleur pour faire telle ou telle activité. À partir du moment où ça contribue à l'épanouissement, au bien-être de votre enfant, faites-le. Il faut arrêter d'avoir des clichés, de se dire non mais attends, et de se mettre dans des cases. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on nous met dans des cases, mais avant que les gens nous mettent dans des cases, on se met souvent nous-mêmes dans des cases. Sortez de ces cases-là, allez voir. Comme on dit, si tu n'as pas étudié, voyage. Je vous dirais, si tu n'as pas étudié, vas-y, voyage, découvre. Et au contraire, les gens qui sont le plus différents de nous, ce sont les personnes qui vont le plus nous enrichir. Parce que justement, ils ont un regard totalement différent sur tout ce que nous, on peut faire. Et c'est ces personnes-là qui vont nous enrichir. Exactement. J'ai envie de dire, nous avons l'avantage d'être en France, encore une fois. Il y a tellement de choses, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Il y a des personnes qui sont en France, qui parlent de la Tour Eiffel, mais ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Sortons avec nos enfants, partons avec eux, profitons-en. C'est important en fait de profiter de l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment très riche, c'était vraiment très intéressant d'échanger avec toi à ça. J'aimerais qu'on parle d'un thème qui est d'un autre registre qui sera un petit peu moins gai, qui ne sera pas culturel, mais plutôt d'ordre de maltraitance, d'humiliation. On sait que la vie change, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Parfois, il peut y avoir des décès. Les enfants peuvent se retrouver orphelins, ça peut arriver. Les enfants peuvent aussi vivre dans une famille recomposée, donc vivre avec un beau-père ou avec une belle-mère. Et peu importe la culture, ça existe. Et on voit des enfants qui sont maltraités, humiliés.
Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? C'est aussi un sujet qui m'attriste aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces maltraitances, ces humiliations, ces violences qu'on peut avoir à l'encontre d'un enfant laissent des séquelles. Quand on arrive à l'âge adulte et que on voit, quand on a un problème à résoudre ou qu'on a des troubles ou des soucis à régler, on se rend compte que les 3/4 des choses sont liées à des problèmes ou des traumatismes qui ont été vécus pendant l'enfance. C'est-à-dire qu'arriver à l'âge adulte, c'est à chacun de devoir faire le deuil de tous ces traumatismes. Si on peut les empêcher, c'est encore mieux. Mais ayez un regard bienveillant. C'est à nous d'avoir du coup ce regard bienveillant. Je dis ayez, mais c'est à nous d'avoir ce regard bienveillant envers nos enfants, envers les enfants qui sont dans notre famille ou les enfants d'autrui. Un enfant n'a jamais rien demandé. Évidemment, il n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à être orphelin. Il n'a pas demandé à ce que ses parents soient séparés. Alors, cessons de leur faire porter un fardeau qui n'est pas le leur. Les histoires des adultes, c'est les histoires des adultes. Une belle-mère ou un beau-père qui veut faire subir quelque chose à un enfant, j'ai envie de dire, c'est ridicule parce que ce pauvre enfant, il n'a rien demandé. Peu importe l'histoire qu'on a soi, personnellement, mettons-le de côté et juste éduquons ces enfants, aidons-les. Si tu peux ne pas aimer un enfant, ne pas l'apprécier, laisse-le. Voilà, en tout cas, notre émission arrive à sa fin. Ce fut vraiment un plaisir de partager cet instant avec toi. Donc, Assa, est-ce que tu as quelque chose à dire, une dernière chose à dire aux téléspectateurs de Combi TV? Alors, je dirais, en ce qui concerne la relation parent-enfant, il n'existe pas de parents parfaits, il n'existe pas d'enfants parfaits non plus. Faites de votre mieux. Et le bien le plus précieux que vous pouvez donner à vos enfants, c'est pas des jeux, c'est pas des cadeaux, c'est pas de l'argent, c'est le temps que vous allez passer avec eux. C'est vraiment très beau ce que tu viens de dire parce que on a tendance à croire que il faut primer sur la quantité, mais non, il vaut mieux primer sur la qualité. Tu peux passer 2 minutes de ton temps avec ton enfant, 2 minutes à l'aimer, 2 minutes à le prendre dans tes bras, que rester avec lui toute la journée, mais tu étais sur ton téléphone, tu lui as crié dessus, tu l'as frappé, il ne s'est rien passé au final. Donc il vaut mieux miser sur la qualité. Donc Assa, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver tout simplement? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Instagram sous le nom Itado Coaching, ou sinon vous pouvez me contacter directement à mon numéro. Alors, on va vous laisser son numéro, bien entendu. Alors, donc, vous étiez sur Combi TV avec Rokaya pour notre émission Namoula. Aujourd'hui, nous avons eu encore une fois l'honneur de recevoir dans nos locaux Assa Diaoné. Nous vous remercions infiniment. Vous savez que vous pouvez nous retrouver dans nos applications, dans notre application Combi TV, sur internet www.combitv.com. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. Nous vous remercions infiniment. À la prochaine pour une nouvelle émission.